Nous évoquons trois sujets avec notre invité de ce mardi. On va parler de la Libye où plus de 500 migrants ont été secourus en une semaine. Le Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, se replace sur l'échiquier politique. Et puis nous parlerons aussi de la Grande-Bretagne où Julian Assange est menacé d'extradition vers les États-Unis. Tout cela avec maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir maître Sosa. Bonsoir, c'est La Libye, pour commencer, la marine libyenne a annoncé lundi avoir secouru plus de 500 migrants en une semaine au cours de plusieurs opérations de sauvetage menées au large de la capitale libyenne. 535 migrants clandestins ont été secourus en une semaine, parmi lesquels des dizaines de femmes et d'enfants venant de pays africains, asiatiques et arabes, a indiqué le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine. Selon M. Kassem, ces sauvetages ont eu lieu au cours de plusieurs opérations menées par des patrouilles des gardes-côtes au large des localités de l'Est et à l'ouest de Tripoli, en dépit des difficultés du manque de moyens. Maître Sosa, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ces personnes continuent de prendre ces genres de risques, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la situation en Libye est encore pire qu'avant? Il y a eu une guerre, mais ces personnes acceptent toujours de prendre ces risques pour traverser la Libye. Écoutez, on peut toujours le comprendre, parce que nous sommes dans un cadre de désastre humanitaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a trouvé ce vocable un peu malheureux. Quand on dit migrant, vous voyez, le mot a maintenant une polysémie qui est un peu négative. Migrant, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom, qui est tout de suite suspect d'être versé dans une activité illégale et qu'il faut pourchasser de toute façon. Et quand on dit qu'on les a sauvés, on pense au nombre qui a échappé au sauvetage et qui a péri en mer. Mais en fait, ceux-là, on ne les compte pas parce que ils sont au banc de l'humanité. Et en revanche, ceux qu'on a pu sauver, quand on voit les conditions de vie qu'ils ont en Libye, ils sont dans des situations infrahumaines où c'est un désastre humanitaire, simplement. Alors oui, est-ce qu'on comprend? Oui. Pourquoi? Ces gens fuient quoi? Une certaine misère. Pas que la misère économique, contrairement à ce que l'on pense. Beaucoup sont des déplacés qui ont fui des guerres, qui ont fui des conflits politiques et des situations humaines qui sont inacceptables. Parce que personne n'accepte de bonne grâce d'aller comme ça se livrer aux éléments et de mourir en mer parce que il pense un jour échouer sur une plage dans un pays qu'il ne connaît pas, en espérant que là-bas, forcément, il ira mieux. Personne ne fait ça de bonne grâce. C'est toujours quelque chose de plus grave et qui nous dépasse, parce que, vous voyez, quand on dit ça, il faut embrasser l'humanité tout entière dans le débat. C'est pas parce que ce sont des inconnus, des sans-noms, parce que la plupart du temps, ils n'ont même pas de papier. Et quand ils en ont, c'est finalement encore pire. On connaît leur nationalité, on peut les renvoyer là où ils sont. Donc c'est des subterfuges. Certains font carrément jeter leur passeport et papier dans la mer. Comme ça, ils sont anonymes. Quand c'est mieux d'être turc, ils sont turcs. Quand c'est mieux d'être kurde ou syrien, ils sont kurdes ou syriens. Bon, vous voyez, c'est tout ça ensemble qui fait que aujourd'hui, quand j'entends migrants, on mélange à peu près tout. Ils sont coupables de toute façon parce qu'ils ne sont pas désirés. Et quand ils sont subsahariens, ils sont traités comme des déchets toxiques dans cette Libye sans contrôle, sans gouvernement, et où on peut en faire ce qu'on veut. Et certains sont réduits en esclavage, on l'a vu, vous l'avez vu, on l'a commenté ici. Et c'est une situation qui continue et qui est totalement inacceptable. Mais ce qui est quand même ahurissant dans l'affaire, c'est que c'est vrai, vous l'avez dit, ils fuient des situations parfois de guerre, des atrocités chez eux, mais vont quand même accepter de traverser un pays où ils sont en permanence sous une menace de mort. Mais ils ne savent pas forcément qu'ils sont en permanence sous une menace de mort. C'est-à-dire qu'en fait, oui, malheureusement pour eux, ils vont de Caraïbes en Silla.
Mais bon, quand quelqu'un est acculé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye par tout moyen, un peu comme le gecko, de grimper le mur, quoi qu'il en soit. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière le mur, mais il est acculé. Donc il faut, comme en forme de réflexe de survie, qu'il escalade le mur. Si c'est un vide abyssal qu'il y a derrière, il l'escalade quand même. Quand il arrive au sommet, il fait quoi? Il ne peut pas redescendre, donc il plonge. En se disant, ben, Dieu ayez mon âme si j'en ai une, et si vous-même vous existez, et puis il plonge. Voilà. C'est un peu ça. C'est toujours un plongeon dans le vide. Et c'est ça qui est désespérant. Et quand je vois sur le petit écran ce désarroi dans leur regard, ça interroge toujours notre impuissance. Parce que malheureusement, c'est là la grande question. Les pays de provenance sont impuissants à les défendre. Vous voyez, dans un monde mieux organisé, si on dit qu'il est ivoirien, ou togolais, parce que cela arrive aussi, il y en a parmi eux, il y en a qui sont des compatriotes qui sont du nombre. Eh bien, on aimerait voir le Togo dire, bon, ben, notre consul là-bas va tout faire pour les récupérer et les faire rentrer, parce que ici, quels que soient les périls, ils seront quand même mieux chez nous. Mais aucun pays n'a cette capacité ni cette volonté. Parfois, ils ont seulement la volonté, mais pas forcément la capacité. Mais on dit toujours que celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve des excuses. C'est un peu à trop chercher des excuses qu'on est devant cette démission générale, et c'est désespérant. Malheureusement, ces personnes se dirigent un peu vers une aventure sont dans une aventure incertaine, parce que déjà, beaucoup d'entre eux ne savent pas si elles peuvent traverser la Libye et être encore en vie. Mais de l'autre côté de la Manche, on ne veut pas d'eux non plus. Mon cher ami, est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui se lancent dans cette aventure connaissent la géographie de leur itinéraire? Ils ne savent pas si ça va être la Libye, ou si c'est la Tunisie, ou si c'est l'Algérie. Mais dans tous les cas, le péril est le même. Vous savez, quand vous êtes en face d'un homme ou d'une femme tellement désespéré pour partir avec juste un baluchon et un enfant de 3 mois sous le bras, pour dire je vais traverser des frontières que je ne connais pas, des frontières naturelles dont je ne connais pas non plus ni l'étendue ni la dangerosité. Le désert en soi est plus dangereux que tous les soldats que vous imaginez, ou que tous les trafiquants que vous pouvez imaginer. Le désert tout seul est un péril en soi. Donc le désert, dans le désert, vous ne voyez pas les frontières. Le désert libyen, le désert tunisien ou celui du Negev, ils n'ont pas, eux, de frontières visibles. Mais ils sont dangereux également. C'est ça le problème. C'est un désarroi humain. Et je pense que on est en face de quelque chose qui nous dépasse. C'est un mal nouveau, parce qu'avant, il y a même 30 ans, pour aller en France, on n'avait pas besoin de visa. Mais la France n'était pas envahie pour autant par des immigrés. Les vagues migratoires n'ont pas complètement submergé la France. Maintenant qu'on a imposé des visas, on se rend compte qu'il en vient plus qu'il n'en venait avant, quand il n'y avait pas de visa. Ça interroge quand même beaucoup sur l'efficacité de la chose. Et ça modifie les rapports humains et le regard que l'on peut porter sur le migrant. Parce qu'avant, le migrant était bienvenu, parce qu'il lui suffisait d'être muni d'un passeport et de pouvoir s'acheter un billet d'avion pour débarquer en France, en Belgique ou n'importe où en Europe. Mais après, on a créé Schengen et on se rend compte que malgré Schengen, il s'en vient beaucoup plus qu'il n'en est jamais venu. Donc, après, vous vous demandez l'effet de la démographie, qu'est-ce que ça va créer, etc. Mais si vous semez la désespérance dans les pays d'origine, vous ne vous attendez pas à être tranquille chez vous, sans jamais être dérangé. Quand vous dérangez chez les gens, ne vous étonnez pas qu'ils viennent frapper à votre porte pour demander un peu tranquille. Voilà. Et ça, c'est la réalité du quotidien, et c'est la géopolitique nouvelle.
Un peu comme on dit, l'enfant qui ne veut pas que sa mère dorme ne dormira pas non plus. C'est un peu ça, oui. Merci de m'avoir prêté. Le second sujet, c'est le Sénégal. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, s'est dit lundi déterminé à poursuivre son engagement politique 3 semaines après avoir retrouvé la liberté après 2 ans et demi de prison à la faveur d'une grâce présidentielle à lui accordée par le président Macky Sall, dont il est l'un des principaux opposants. Je vous retrouve encore plus déterminé, a déclaré l'ancien maire de la capitale devant quelques centaines de militants et cadres de son parti et de très nombreux journalistes dans une salle d'un centre de conférence à l'atmosphère électrique. Khalifa Sall, on peut parler de comeback politique ici? Écoutez, bon, on ne peut que se féliciter de voir un homme en prison recouvrer la liberté. Bon, il lui a reproché des choses qu'il nie. Bon. Les hommes politiques ont toujours nié aussi. Je n'ai pas l'apanage des hommes politiques. Des hommes ordinaires aussi nient, parfois avec beaucoup de véhémence, malgré le fait que des évidences soient réunies contre eux. Je ne suis pas au fait du dossier de M. Khalifa Sall. Et ce que je sais, c'est qu'il lui a reproché des malversations en tant que maire de Dakar. Alors, si tout le monde s'imagine qu'il aura un destin de Mandela en passant par la case prison, je crois que le comeback de M. Khalifa Sall, dans ce Sénégal où il y a plutôt pléthore d'hommes de qualité, tant sur l'échiquier politique que dans la société civile, je crois que son comeback fera pchit et n'impressionnera que ses propres partisans, parce que, bon, dans ce pays, il a été expulsé de son parti par ailleurs. Bon, il n'est pas en odeur de sainteté partout, et je crois qu'à un moment donné, quand même, l'électorat interrogera sa moralité, son éthique politique, parce que le dossier de M. Khalifa Sall n'a pas été un dossier réglé. Je le regarde toujours plutôt avec un penchant pour l'intérêt public. Parce que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir mal utilisé ou à des fins non élucidées, ou en tout cas pas conformes à l'intérêt public, des fonds qui ne lui appartiennent pas et qui appartiennent à la communauté qu'il avait à diriger. Rien que pour ça, je n'irai pas donner mon suffrage à quelqu'un qui a déjà déçu dans la gouvernance locale, parce que à un niveau plus élevé, il a une propension supposée à faire peut-être pire que ce qu'on a vu à la mairie de Dakar. Parce que les 2,5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, n'ont jamais trouvé d'explication convaincante sur la destination à laquelle la destination qu'il leur a réservée. Donc, sauf que les hommes politiques ont le don, ou je dirais même le talent, de se faire aimer même quand ils sont en faute. Alors, c'est pas tellement le talent des hommes politiques. Je dirais que ça relève plus de l'état d'âme du public que l'on manipule à souhait, à qui on peut très facilement faire accepter, prendre des vessies pour des lanternes, en quelque sorte. Voyez, c'est-à-dire le bétail électoral à qui on promet monts et merveilles et qui élit, et qui, à échéance régulière, même s'il est déçu, vient dire, bon, écoute, c'est pas grave, je te demande de revenir encore, on verra, et qui n'a jamais eu de satisfaction réelle. Mais on se demande à quelle drogue l'électorat est soumise pour accepter comme ça des hommes qui déçoivent régulièrement, mais qui sont sûrs qu'en revenant avec, voyez, d'autres artifices, un peu comme le magicien, il sort un nouveau lapin du chapeau. Et on est émerveillé, on dit mais il est formidable. Il est formidable parce qu'il était en prison, et innocemment, parce que le débat du procès
a été réduit à une équation. C'est politique. C'est un adversaire redoutable, alors pour le neutraliser, on l'a mis en prison. Donc du coup, on se fiche de savoir techniquement qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. C'est un innocent à qui on a fait un procès politique. Alors dès qu'on dit que c'est un procès politique, ça vous donne automatiquement un capital sympathie que certains pensent pouvoir transformer en capital électoral. Donc vous voyez, en fait, est-ce que finalement ce n'est pas l'électeur qui est un peu bêta et qui accepte, qui accepte qu'on l'amène, qu'on le mène comme ça par le bout du nez et qu'on l'amène à l'abattoir électoral à chaque fois. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de cas dans lesquels on a voulu régler des comptes à un adversaire politique, on leur a trouvé des affaires et on les a simplement écartés. Écoutez, bon, oui, la semaine dernière, on parlait de Maurice Kamto. Dans le cas de Maurice Kamto, ça ne fait pas de doute. Les motifs et les circonstances dans lesquelles on l'a arrêté et les justifications juridiques qu'on a données à son arrestation, puis au procès qu'on a monté contre lui, ont pas que les apparences, tous les ingrédients du procès politique. Mais s'agissant de M. Khalifa Sall, on n'est quand même pas dans la même configuration. Il a eu à gérer des affaires publiques et on lui demande des comptes et il dit que c'est politique. C'est ça le procès. Oui, mais sauf que dans son cas, il a dit, c'est vrai, il y avait de l'argent auquel on touchait régulièrement, mais tout le monde le fait. Ah, mais attendez, mon cher ami, vous violez, enfin, pardon, excusez-moi, violer c'est un mot un peu trop violent. Vous grillez le feu rouge, parce que tout le monde le fait. Est-ce que il y a une licence à le faire parce que tout le monde le fait? Vous avez passé votre permis de conduire et en allant au cours de permis de conduire, on vous a dit que le fait de passer au feu rouge est une infraction. Vous le savez. Et quand vous le faites, vous avez conscience que vous commettez une infraction. Et c'est pas parce que le véhicule qui vous précédait est passé au feu rouge que ça vous disculte quand on vous arrête, vous. Alors, cette excuse de dire « tout le monde l'a fait, alors je l'ai fait », alors qu'on a juré, on a prêté serment de la bonne gestion, je dis « mais non, on ne peut pas décemment utiliser cette excuse pour justifier des malversations. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. » Mais en même temps, il n'est pas exclu de voir, dans le cas spécifique de Khalifa Sall, cet adversaire qu'il est, depuis sa prison, vous l'avez vu, il a réussi à se qualifier, à se faire élire député. Cet adversaire-là qu'on cherche à écarter par tous les moyens aussi. Si on cherche à l'écarter... Écoutez, les dispositions de la loi pénale sénégalaise ou du code électoral sénégalais, qui, selon lesquelles, quand on a été condamné à une certaine peine, on est inéligible à quelque fonction élective que ce soit, n'ont pas été rédigées au moment où M. Khalifa Sall avait des problèmes. Ça a toujours été une constante des lois organiques et constitutionnelles sénégalaises. Et donc, disons que c'est devenu l'ADN juridique du Sénégal, que quand vous êtes dans une certaine situation, vous êtes inéligible. Mais quand des adversaires politiques se trouvent sous le coup de la loi et qu'on leur applique, on dit que c'est politique. J'aimerais bien comprendre pourquoi on fait les lois. Elles sont impersonnelles. Et si un jour, on veut les appliquer, il suffit que vous soyez un adversaire politique ou déclaré tel pour en être totalement immune. On ne peut pas raisonner comme ça dans une démocratie que l'on veut efficace et qui fonctionne. Mais tout ça, durant par exemple la campagne de Macky Sall, plusieurs fois la question sur le sort de Khalifa Sall lui a été posée. Il a répondu « J'étudierai la possibilité d'une grâce après l'élection ». Oui, ça, il est totalement dans son droit. Vous savez maintenant quelle est mon opinion sur le droit de grâce, parce que je ne conçois pas qu'on soit dans un système qui postule la séparation des pouvoirs, et lorsqu'un pouvoir indépendant a exercé ses attributs, qu'on vienne dire que ces attributs exercés peuvent être neutralisés d'un trait de plume par un autre pouvoir qui n'en dépend pas. Vous comprenez ? Alors, c'est la raison pour laquelle, non, enfin, dans ma conception, deux
la séparation des pouvoirs, on devrait retirer le droit de grâce à un chef d'État. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui fait le lit du soupçon que l'on a à l'endroit du judiciaire en disant que les juges ne sont pas indépendants et qu'ils sont aux ordres. Vous pouvez le faire, faites ce que vous avez à faire et après laissez-moi la main libre pour décider quand j'annule ce que vous avez fait. Mais on peut vous retorquer sur le fait que le président de la République le fait sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Parfois, pas nécessairement. Il peut le faire aussi, saisi propre motu. Et s'il a envie, s'il n'y a pas de proposition du Conseil supérieur de magistrature, il le fait quand même. Vous connaissez un président de la République en Afrique ou même en France, allons-y, puisque c'est le modèle français que nous avons recopié dans l'espace francophone. Vous connaissez un seul président de la République qui demande la libération d'un détenu et on lui dit le Conseil supérieur de la magistrature est contre. Vous avez vu ça où? Ça n'a jamais existé. Donc je dis, on est dans un rapport incestueux où on dit qu'on est indépendant, mais quand même, à un moment donné, on est prêt à faire allégeance ou à accepter le fait accompli du pouvoir, enfin d'un pouvoir qui est supra les autres pouvoirs dont on dit qu'ils devraient normalement ne pas en dépendre. C'est une tartufferie complète. Les lois sont à réécrire. D'accord. On va parler maintenant de la Grande-Bretagne. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, accusé d'espionnage par Washington et menacé d'extradition vers les États-Unis, a semblé désorienté lundi lors de sa première apparition en public depuis 6 mois, bredouillant lors d'une audience à Londres. L'Australien de 48 ans, rasé de près et vêtu d'un pull bleu, d'une chemise blanche et d'une veste bleue, a comparu donc devant le tribunal de Westminster qui examinait la date d'une prochaine audience d'extradition. Est-ce que dans le cas Julian Assange, Maître Sosa, c'est que la Grande-Bretagne se dit je suis pas compétent pour le juger sur cette affaire, il est mieux qu'il soit jugé par la Grande-Bretagne, par les États-Unis, parce qu'on ne comprend pas cette obstination à vouloir le remettre aux États-Unis? Enfin, non, ce n'est pas une obstination. C'est que, le tout est à placer sous le prisme des rapports privilégiés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Vous avez vu que il était hors de prise tant que l'État d'Équateur le protégeait, et il est devenu une proie facile à partir du moment où Quito a révoqué l'asile qu'il avait à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Donc, ça pose une question simplement. Que lui reproche-t-on véritablement? Et je pense que, au nom de l'habeas corpus, qui demeure pour moi quand même un socle important en ce qui concerne les droits humains, parce que c'est d'abord, vous savez, beaucoup de choses dont nous bénéficions aujourd'hui et que nous clamons comme étant une donnée universelle ont été héritées de l'habeas corpus. Donc il y a ici véritablement sujet à débattre de la liberté d'un homme contre un système qui est préparé à le broyer. Et la question est de savoir si le crime qu'on lui reproche mérite vraiment qu'on le laisse se faire condamner à 75 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on peut espérer sur l'espérance de vie, on le condamne à mort de toute façon. D'accord? Est-ce qu'un pays comme la Grande-Bretagne acceptera une situation comme celle-là, où il y a une fatalité à la condamnation à mort? Il ne sera pas exécuté, mais il est condamné à une mort certaine en détention. C'est-à-dire que sa liberté, elle est définitivement éradiquée. Un pays comme la Grande-Bretagne ne devrait pas accepter de livrer M. Assange aux États-Unis. Parce que ce qui lui est reproché est ce que tous les journalistes du monde voudraient pouvoir faire. Oui. Et on vous dit non, parce que nous sommes les États-Unis. Nous, on ne nous le fait pas. On le fait avec plaisir, contre la Guinée, et les États-Unis s'en saisissent pour juger des cadres politiques guinéens aux États-Unis. Personne ne trouve à redire à ça. Mais quand c'est les États-Unis,
alors tout le monde doit se plier parce que c'est la volonté des États-Unis. Ça pose toujours le rapport inter-État, parce qu'il y a des supranations, des suprapuissances auxquelles on doit faire allégeance coûte que coûte. Et l'Australie ne dit rien. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. L'Australie ne dit rien. Ça aussi, ça fait partie du système dans lequel nous sommes. C'est les États-Unis. Regardez, depuis M. Harper, personne ne dit rien. Il ne bronche pas. C'est un citoyen australien qui est menacé de poursuite par les États-Unis pour un crime qui, en Australie, n'en est pas un. Oui. C'est bien là la question. Donc moi, je ne vois pas cette espèce de fatalité que l'on est prêt à concevoir parce que M. Assange, il a fauté vis-à-vis des États-Unis. Il faut le livrer aux États-Unis. Il faut trouver tous les moyens pour empêcher son extradition. Tous les moyens juridiques possibles. Parce que son extradition serait une abomination. Et c'est justement un mauvais signal et c'est un danger pour la liberté de la presse, dont je me veux un défenseur acharné. Maître Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est vrai. On va marquer maintenant la pause et nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.